René Guénon, Mélange. Chapitre La superstition de la valeur. Article paru dans Études traditionnelles de juin 1940. Nous avons, dans quelques-uns de nos ouvrages, dénoncé un certain nombre de superstitions, spécifiquement modernes, dont le caractère le plus frappant est qu'elles ne reposent en définitive que sur le prestige attribué à un mot. Prestige d'autant plus grand que l'idée évoquée par ce mot est, chez la plupart des gens, plus vague et plus inconsistante. L'influence exercée par les mots en eux-mêmes, indépendamment de ce qu'ils expriment ou devraient exprimer, n'a jamais été en effet aussi grande qu'à notre époque. Il y a là comme une caricature de la puissance inhérente aux formules rituelles, et ceux qui sont les plus acharnés à nier celles-ci sont aussi, par un singulier choc en retour, les premiers à se laisser prendre à ce qui n'en est au fond qu'une sorte de parodie profane. Il va de soi d'ailleurs que cette puissance des formules ou des mots, dans les deux cas, n'est aucunement du même ordre. Celle des formules rituelles, qui se base essentiellement sur la science sacrée, est quelque chose de pleinement effectif, qui s'exerce réellement dans les domaines les plus différents, suivant les effets qu'on veut en obtenir. Au contraire, celle de la contrefaçon profane n'est naturellement susceptible, directement tout au moins, que d'une action purement psychologique, et surtout sentimentale, c'est-à-dire relevant du domaine le plus illusoire de tous. Mais ce n'est pourtant pas à dire pour cela qu'une telle action soit inoffensive, bien loin de là, car ces illusions subjectives, si insignifiantes qu'elles soient en elles-mêmes, n'en ont pas moins des conséquences très réelles dans toute l'activité humaine. Et avant tout, elles contribuent grandement à détruire toute véritable intellectualité, ce qui du reste est probablement la principale raison d'être qui leur est assignée dans le plan de la subversion moderne. Les superstitions dont nous parlons varient dans une certaine mesure d'un moment à un autre, car il y a en cela une sorte de mode, comme en toute chose à notre époque. Nous ne voulons pas dire par là que quand il surgit une nouvelle, elle remplace immédiatement et entièrement les autres, car on peut au contraire constater facilement leur coexistence dans la mentalité contemporaine. Mais la plus récente prend tout au moins une place prédominante et rejette plus ou moins les autres second plans. Ainsi, dans l'ordre des choses que nous avons plus particulièrement vues présentement, on peut dire qu'il y eut d'abord la superstition de la raison, qui atteignit son point culminant vers la fin du XVIIIe siècle. Puis celle de la science et du progrès, d'ailleurs étroitement rattachée à la précédente, mais plus spécialement caractéristique du XIXe siècle. Plus récemment encore, on vit apparaître la superstition de la vie, qui est un grand succès dans la première année du siècle actuel. Comme tout change avec une vitesse sans cesse croissante, ces superstitions, tout comme les théories scientifiques et philosophiques auxquelles elles sont peut-être liées d'une certaine façon, semblent s'user de plus en plus rapidement. Aussi, avons-nous dès maintenant à enregistrer encore la naissance d'une autre superstition nouvelle, celle de la valeur, qui ne date apparemment que de quelques années, mais qui tend déjà à prendre le pas sur celles qui l'ont précédée. Nous n'avons certes pas tendance à exagérer l'importance de la philosophie, et surtout de la philosophie moderne, car tout en reconnaissant qu'elle peut être un des facteurs qui agissent plus ou moins sur la mentalité générale, nous pensons qu'elle est loin d'être le plus important, et que même sous sa forme systématique, elle représente plutôt un effet qu'une cause. Mais à ce titre même, elle exprime d'une façon plus nettement définie ce qui existait déjà comme à l'état diffus dans cette mentalité. Et par suite, elle met en évidence, un peu à la manière d'un instrument grossissant, des choses qui autrement pourraient échapper à l'attention de l'observateur, ou qui tout au moins seraient plus difficiles à discerner. Aussi, pour bien comprendre ce dont il s'agit ici, est-il bon de rappeler tout d'abord les étapes que nous avons déjà indiquées ailleurs de la déchéance graduelle des conceptions philosophiques modernes. D'abord, réduction de toute chose à l'humain et au rationnel. Puis, limitation de plus en plus étroite du sens donné au rationnel même, dont on finit par ne plus envisager que les fonctions les plus inférieures. Enfin, descente à l'infrarationnel avec le soi-disant intuitionnisme et les diverses théories qui s'y apparentent plus ou moins directement. Les rationalistes
consentaient encore à parler de vérité, bien qu'il ne pût évidemment s'agir pour eux que d'une vérité fort relative. Les intuitionnistes ont voulu remplacer le vrai par le réel, ce qui pourrait être à peu près la même chose si l'on s'en tenait au sens normal des mots, mais qui est fort loin de l'être, en fait, car il faut ici tenir compte de l'étrange déformation par laquelle, dans l'usage courant, le mot de réalité en est arrivé à désigner exclusivement les seules choses de l'ordre sensible, c'est-à-dire précisément celles qui n'ont que le moindre degré de réalité. Ensuite, les pragmatismes ont prétendu ignorer entièrement la vérité et la supprimer en quelque sorte en lui substituant l'utilité. C'est alors proprement la chute dans le subjectif, car il est bien clair que l'utilité d'une chose n'est nullement une qualité résidant dans cette chose même, mais dépend entièrement de celui qui l'envisage et qui en fait l'objet d'une sorte d'appréciation individuelle, sans s'intéresser aucunement à ce qu'est la chose en dehors de cette appréciation, c'est-à-dire au fond à tout ce qu'elle est en réalité. Et assurément, il serait difficile d'aller plus loin dans la voie de la négation de toute intellectualité. Les intuitionnistes et les pragmatistes, ainsi que les représentants de quelques autres écoles voisines de moindre importance, décorent volontiers leur théorie de l'étiquette de philosophie de la vie. Mais il paraît que cette expression n'a déjà plus autant de succès qu'elle en avait naguère, et que celle qui est le plus en faveur aujourd'hui est celle de philosophie des valeurs. Cette nouvelle philosophie semble s'attaquer au réel lui-même, de quelque façon que veuille l'entendre, à peu près comme le pragmatisme s'attaquait au vrai. Son affinité avec le pragmatisme, à certains égards, est d'ailleurs manifeste, car la valeur, tout aussi bien que l'utilité, ne peut être qu'une simple affaire d'appréciation individuelle, et le caractère subjectif, comme on le verra par la suite, en est peut-être encore plus accentué. Il est d'ailleurs possible que le succès actuel de ce mot de valeur soit dû en partie au sens assez grossièrement matériel qui, sans pourtant lui être inhérent à l'origine, s'y est attaché grossièrement dans le langage ordinaire. Quand on parle de valeur ou d'évaluation, on pense tout de suite à quelque chose qui est susceptible d'être compté ou chiffré. Et il faut convenir que cela s'accorde bien avec l'esprit quantitatif qui est propre au monde moderne. Pourtant, ce n'est là que la moitié tout au plus de l'explication. Il faut se souvenir en effet que le pragmatisme, qui se définit par le fait qu'il rapporte tout à l'action, n'entend pas l'utilité seulement dans un sens matériel, mais aussi dans un sens moral. La valeur est également susceptible de ces deux sens, mais c'est le second qui prédomine nettement dans la conception dont il s'agit, car le côté moral, ou plus exactement moraliste, s'y exagère encore. Cette philosophie des valeurs se présente d'ailleurs avant tout comme une forme de l'idéalisme. Et c'est sans doute là ce qui explique son hostilité à l'égard du réel, puisqu'il est entendu que, dans le langage spécial des philosophes modernes, l'idéalisme s'oppose au réalisme. On sait que la philosophie moderne vit en grande partie d'équivoques, et il y en a une assez remarquable qui se cache dans cette étiquette d'idéalisme. Ce mot, en effet, peut être dérivé indifféremment d'idée ou d'idéal. Et à cette double dérivation correspondent en fait les deux caractères essentiels qu'on peut découvrir sans peine dans la philosophie des valeurs. L'idée, bien entendu, est prise ici dans le sens uniquement psychologique, qui est le seul que les modernes connaissent. Et l'on verra tout à l'heure qu'il n'est pas inutile d'insister sur ce point pour dissiper une autre équivoque. C'est là le côté subjectiviste de la conception dont il s'agit. Et quant à l'idéal, il représente non moins évidemment son côté moraliste. Ainsi, les deux significations de l'idéalisme s'associent étroitement dans ce cas et se soutiennent pour ainsi dire l'une l'autre, parce qu'elles correspondent toutes deux à des tendances assez générales de la mentalité actuelle. Le psychologisme traduit un état d'esprit qui est loin d'être particulier aux seuls philosophes professionnels. Et l'on ne sait que trop, d'autre part, quelle fascination le mot creux d'idéal exerce sur la plupart de nos contemporains. Ce qui est presque incroyable, c'est que la philosophie en question prétend se réclamer de l'idéalisme platonicien. Et il est difficile de se défendre d'une certaine stupéfaction
en voyant attribuer à Platon l'affirmation que la réalité véritable réside non pas dans l'objet, mais dans l'idée, c'est-à-dire dans un acte de la pensée. D'abord, il n'y a pas d'idéalisme platonicien, dans aucun des sens que les modernes donnent à ce mot d'idéalisme. Les idées chez Platon n'ont rien de psychologique ni de subjectif et n'ont absolument rien de commun avec un acte de la pensée. Elles sont tout au contraire les principes transcendants ou les archétypes de toute chose. C'est pour cela qu'elles constituent la réalité par excellence. Et l'on pourrait dire, bien que Platon lui-même ne s'exprime pas ainsi, pas plus qu'il ne formule expressément nulle part quelque chose qui s'appellerait une théorie des idées, que le monde des idées n'est pas autre chose en définitive que l'intellect divin. Quel rapport cela peut-il bien avoir avec le produit d'une pensée individuelle ? Même au simple point de vue de l'histoire de la philosophie, il y a là une erreur vraiment inouïe. Et non seulement Platon n'est ni idéaliste ni subjectiviste à un degré quelconque, mais il serait impossible d'être plus intégralement réaliste qu'il ne l'est. Que les ennemis déclarés du réel veuillent en faire leurs prédécesseurs, cela est assurément plus que paradoxal. De plus, ces mêmes philosophes commettent encore une autre erreur qui n'est guère moins grave lorsque, pour rattacher aussi à Platon leur moralisme, ils invoquent le rôle en quelque sorte central qu'il assigne à l'idée du bien. Ici, pouvons-nous dire, en nous servant de la terminologie scolastique, ils confondent tout simplement le bien transcendantal avec le bien moral. Tellement est grande leur ignorance de certaines notions pourtant élémentaires. Et quand on voit les modernes interpréter ainsi les conceptions anciennes, alors même qu'il ne s'agit en somme que de philosophie, peut-on encore s'étonner qu'ils déforment outrageusement les doctrines d'un ordre plus profond ? La vérité est que la philosophie des valeurs ne peut revendiquer le moindre lien avec une doctrine ancienne quelle qu'elle soit, sauf en se livrant à de fort mauvais jeux de mots sur les idées et sur le bien, auxquelles il faudrait même ajouter encore quelques autres confusions, comme celle, assez commune d'ailleurs, de l'esprit avec le mental. Elle est au contraire une des plus typiquement modernes qui existent, et cela à la fois par les deux caractères subjectivistes et moralistes que nous avons indiqués. Il n'est pas difficile de se rendre compte à quel point elle est par là opposée à l'esprit traditionnel, comme l'est du reste tout idéalisme, dont l'aboutissement logique est de faire dépendre la vérité elle-même, et aujourd'hui l'on dirait aussi le réel, des opérations de la pensée individuelle. Peut-être certains idéalistes ont-ils parfois reculé devant l'énormité d'une semblable conséquence, en un temps où le désordre intellectuel n'était pas encore arrivé au point où il en est maintenant. Mais nous ne croyons pas que les philosophes actuels puissent avoir de telles hésitations. Mais après tout cela, il est encore permis de se demander à quoi peut bien servir au juste la mise en avant de cette idée particulière de valeur, lancée ainsi dans le monde à la façon d'un nouveau mot d'ordre, ou si l'on veut, d'une nouvelle suggestion. La réponse à cette question est bien facile aussi. Si l'on songe que la déviation moderne presque tout entière pourrait être décrite comme une série de substitutions qui ne sont qu'autant de falsifications dans tous les ordres. Il est en effet plus facile de détruire une chose en prétendant la remplacer, fût-ce par une parodie plus ou moins grossière, qu'en reconnaissant ouvertement qu'on ne veut laisser derrière soi que le néant. Et même lorsqu'il s'agit d'une chose qui déjà n'existe plus en fait, il peut encore y avoir intérêt à en fabriquer une imitation pour empêcher qu'on éprouve le besoin de la restaurer, ou pour faire obstacle à ceux qui pourraient avoir effectivement une telle intention. C'est ainsi, pour prendre seulement un ou deux exemples du premier cas, que l'idée du libre examen fut inventée pour détruire l'autorité spirituelle. Non pas en la niant purement et simplement tout d'abord, mais en lui substituant une fausse autorité, celle de la raison individuelle, ou encore que le rationalisme philosophique prit à tâche de remplacer l'intellectualité par ce qui n'en est que la caricature. L'idée de valeur nous paraît se rattacher plutôt au second cas. Il y a déjà longtemps qu'on ne reconnaît plus, en fait, aucune hiérarchie réelle, c'est-à-dire fondée essentiellement sur la nature même des choses. Mais pour une raison ou pour une autre,
que nous n'entendons pas rechercher ici, il a paru opportun, non pas sans doute aux philosophes, car ils ne sont vraisemblablement en cela que les premiers dupes, d'instaurer dans la mentalité publique une fausse hiérarchie, basée uniquement sur des appréciations sentimentales, donc entièrement subjectives, et d'autant plus inoffensive au point de vue de l'égalitarisme moderne qu'elle se trouve ainsi reléguée dans les nuées de l'idéal, autant dire parmi les chimères de l'imagination. On pourrait dire en somme que les valeurs représentent une contrefaçon de hiérarchie à l'usage d'un monde qui a été conduit à la négation de toute vraie hiérarchie. Ce qui est encore assez peu rassurant, c'est qu'on ose qualifier ces valeurs de spirituelles. Et l'abus de ce mot n'est pas moins significatif que tout le reste. En effet, nous retrouvons ici une autre contrefaçon, celle de la spiritualité, dont nous avons eu déjà à dénoncer des formes diverses. La philosophie des valeurs aurait-elle aussi quelque rôle à jouer à cet égard ? Ce qui n'est pas douteux en tout cas, c'est que nous n'en sommes plus au stade où le matérialisme et le positivisme exerçaient une influence prépondérante. Il s'agit désormais d'autre chose qui, pour remplir sa destination, doit revêtir un caractère plus subtil. Et pour dire nettement toute notre pensée sur ce point, c'est l'idéalisme et le subjectivisme qui sont dès maintenant et qui seront sans doute de plus en plus dans l'ordre des conceptions philosophiques et par leur réaction sur la mentalité générale, les principaux obstacles à toute restauration de la véritable intellectualité.